Bonjour à toutes et toutes. Je suis ravi de modérer cette table ronde intitulée Para-escalade et non para même combat. Euh, je pense que cette table ronde, elle est là aussi parce qu'elle marque un tournant important dans la réflexion sur l'escalade. Et je suis d'autant plus ravi parce qu'il y a une certaine actualité. Il y a 6 mois, la rend encore plus passionnante et légitime. Vous savez qu'en juin dernier, nous apprenions une nouvelle historique. La Paris-Escalade fera son entrée aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028, dans 4 ans. Euh, cette reconnaissance, elle marque donc, de fait et par définition, un tournant majeur dans la reconnaissance de la Paris-Escalade, en même temps qu'elle soulève aussi de nombreuses questions sur l'équité, sur l'inclusion, l'accessibilité et les points à construire entre escalade para et non para. C'est pour ça qu'on a décidé euh, de privilégier cet angle aujourd'hui sur cette conférence. Et pour explorer ces enjeux cruciaux, je suis vraiment content et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui incarnent différentes facettes de cette discipline. Mélissa Césaron. Salut Mélissa. Bonjour à tous. Mélissa, tu es une grimpeuse malvoyante de 21 ans. C'est ça. Tu es membre de l'équipe de France de para-escalade depuis 2 ans et déjà double médaillée d'or au championnat de France. Tu as fait médaille de bronze aussi au championnat du monde de 2022. Dans le civil, tu es actuellement en 5e année de kiné et dernière année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Et ton parcours, on va en parler, je pense, est un exemple, est un modèle et illustre à la fois les défis et les possibilités de la pratique pour toute la communauté. Hélène Le Rouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère technique nationale et référente par escalade à la FFME, la Fédération de montagne et d'escalade. La FFME a récupéré la délégation de la par-escalade en mars 2022 et depuis, vous œuvrez quotidiennement pour développer cette discipline. Je suis ravi avec vous de pouvoir aller plus loin sur l'état des lieux en fait, de la par-escalade en France et que vous nous expliquiez un peu plus ce que fait la FFME pour développer la pratique. Aristote Leontos, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur national de l'équipe de France de para-escalade et vous êtes également le guide de Mélissa. On en reparlera sur cette symbiose à avoir entre guide et athlète pour accompagner aussi Mélissa dans sa pratique et que vous nous parliez aussi des performances de l'équipe de France de para-escalade qui sont assez éclatantes. Donc, et comment en fait vous voyez aussi cette route vers Los Angeles 2028. Quant à moi, je m'appelle Mathieu, je suis journaliste pour Vertige Média. Vertige Média, c'est un jeune média, ça fait 1 an et demi qu'on existe, un jeune média digital aussi frais qu'original sur l'escalade et qui traite de l'escalade à travers les prismes culturels, sociaux et politiques que traversent nos sociétés. Vous l'aurez compris, on va pendant 1 heure poser un peu l'état des lieux d'une discipline qui, encore une fois, a eu un coup de projecteur grâce à la décision historique de la présence du para-escalade pendant 2028, mais surtout aussi de la relation entre para et escalade, entre athlète para et athlète valide qui nous intéresse beaucoup, notamment suite à une interview que nous a donnée Mélissa il y a quelques mois sur Vertige Média qui traitait de cette question d'inclusivité et d'équité. Je rappelle une dernière chose avant de laisser la parole aux intervenants. On va consacrer les 15-20 dernières minutes à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les préparer au fil de nos échanges dès à présent. Pour la première partie, donc l'état des lieux et la réalité du terrain, Mélissa, je voulais te donner la parole pour que... Est-ce que tu peux préciser et nous expliquer un petit peu ton parcours depuis la fois où tu as commencé l'escalade jusqu'à ton entrée en équipe de France de para-escalade? Bien sûr. Alors en fait, j'ai commencé l'escalade toute petite, à l'âge de 3 ans, dans les groupes Baby Escalade. J'ai commencé parce que mon père en faisait, donc il en faisait avec des copains qui ont décidé de mettre leurs enfants pour nous faire du sport. Et donc j'en ai fait quelques années, j'ai testé d'autres sports aussi, comme la danse, le karaté, la natation. Et puis finalement, je suis très rapidement revenue à l'escalade et j'ai fait uniquement de l'escalade. D'abord en loisir, pour apprendre toutes les règles de sécurité, l'assurage en tête, tous les basiques. Et au début, on ne me guidait pas du tout. Je le faisais avec mes amis qui m'aidaient un petit peu, mais bon, comme des enfants à l'âge de 8, 10, 12 ans. Et puis, j'étais à l'époque au club d'escalade évasion de Thionville, car je suis originaire du Nord-Est.
Et mon entraîneur de club à l'époque entraînait aussi donc le groupe compétition de ce club, et il avait eu une personne également malvoyante qui a été grimpeuse de l'équipe de France aussi, et qui l'avait entraîné. Donc il a appris à guider, il a appris à gérer les compétitions para, etc. Donc suite à ça, il m'a proposé ce projet. Donc je n'avais pas du tout connaissance à l'époque de l'équipe para, de l'entraînement de compétition, etc. Donc j'ai vraiment commencé à m'entraîner dans le but de découvrir. J'ai fait mon premier championnat de France à l'âge de 17 ans, donc qui était à Massy en 2019, où j'ai fait une 2e place. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, la notion de s'entraîner vers un objectif qui me paraissait très grand, de découvrir la pratique d'entraînement qui est complètement différente, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de donner le meilleur de moi-même, de m'entraîner à fond, d'être la meilleure du monde, comme on peut se dire, à cet âge-là, dans notre tête d'enfant, d'adolescent. Et donc suite à ça, j'ai vraiment voulu, car cette première compétition, en fait, c'était vraiment un test, voir comment se passaient les compétitions, moi qui n'en avais jamais fait, les compétitions para, etc. Et donc suite à ça, on a mis en place un vrai programme d'entraînement, une vraie logique de compétition, maintenant que j'avais découvert et que j'avais compris ce qu'on attendait de moi. Et donc suite à ça est arrivé le Covid qui nous a un petit peu ralenti. Et en 2020, j'ai fait mon entrée à Paris en école de kiné. Donc, ce qui a demandé de changer de ville, de changer de mode de vie, de découvrir la vie étudiante, seule, sans les parents qui sont là pour gérer, etc. Mais je voulais vraiment continuer l'escalade. Donc là, je me suis renseignée et j'ai découvert le club du 8 Assure avec Aristote qui avait déjà entraîné Solène Piret, qui à ce moment-là était déjà double médaille d'or, il me semble, double, pardon, en championnat du monde. Et donc, du coup, qui était hyper partant pour ce projet, pour devenir mon guide, mon entraîneur, etc. Et de là, on a continué à s'entraîner. D'ailleurs, les entraînements se sont vraiment intensifiés au fur et à mesure des années, des objectifs croissants, etc. Nous, avec Aristote, on a appris à se connaître en tant que guide grimpeur, à progresser. Et je suis rentrée en équipe de France en 2022, où j'ai fait ma première Coupe du Monde à Villars, où on a obtenu du coup avec Aristote la médaille de bronze. Et puis ensuite, on a continué à s'entraîner pour aller de plus en plus haut. Et voilà, nous voilà aujourd'hui. Et au-delà de ton palmarès, si je débrouille un petit peu le fil et si je remonte un petit peu en arrière, au-delà de l'escalade sportive, est-ce que je peux te demander ce qui t'a plu particulièrement dans cette discipline plus que les autres ? En fait, ce qui me plaît dans cette discipline, c'est déjà la possibilité de pratiquer quelque chose seul, contrairement au sport collectif, par exemple, où je ne peux pas faire des sports collectifs comme du basket, du foot. Enfin, on est déjà limité là-dessus. Et puis, il y a vraiment cette notion d'utilisation de tout son corps, d'avoir la notion donc, de se dépenser pleinement. Et à la fois la notion donc, de se battre contre nous, contre un mur, de devenir le meilleur, et c'est un combat contre nous-mêmes, mais tout autant en étant un sport au final avec beaucoup de partage, parce que ça fait partie du sport individuel, mais on partage beaucoup avec notre assureur en qui on doit avoir confiance. Et puis l'escalade, c'est vraiment un sport de partage aussi, parce qu'on le voit bien dans les compétitions où on retrouve tous les grimpeurs au pied du mur en train de se donner les méthodes, même si on est au moment d'observation de la voie de finale. Et c'est vraiment cette notion où à la fois on se bat, on se dépasse, c'est vraiment quelque chose entre nous et nous-mêmes, et en même temps une notion de partage d'un sport qui a besoin de personnes qui aiment être en groupe, qui aiment le partage, se dépasser ensemble, etc. Merci beaucoup. Hélène, je le disais en introduction, je le rappelle, ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que la FFME a récupéré la délégation de la para-escalade. Récupérer la délégation, c'est aussi œuvrer quotidiennement pour le développement de la para-escalade et au-delà même de l'escalade sportive, puisque en fait, vous accompagnez aussi les clubs dans le développement amateur en fait, de personnes en situation de handicap, en mobilité réduite, en déficience visuelle, etc. Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux assez rapide peut-être, mais enfin pas trop long de la para-escalade en France depuis que vous avez récupéré cette délégation ? Donc effectivement, nous avons récupéré la délégation en 2022. Donc en fait, la fédération est en charge
de l'ensemble du développement de la paraescalade au niveau national, de la mise en place des sélections, des compétitions et des sélections donc en équipe de France pour au niveau international. Donc en fait, en paraescalade, le développement et le haut niveau sont étroitement liés en tant que nouvelle aussi discipline, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets à mettre en place pour vraiment alimenter aussi l'équipe de France, pour avoir un vivier de clubs para-accueillants. Donc en fait, on a mis en place un plan de développement au niveau national qui s'articule en fait autour de 3 axes très simples. Déjà, le premier axe, c'est faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de clubs et d'athlètes qui ne savent pas qu'on peut accueillir des personnes en situation de handicap. Donc moi, je viens aussi anciennement de la Fédération française handisport, et j'ai revu des athlètes sur les journées paralympiques organisées par le comité paralympique, également sur le Club France Paralympique, qui sont venus me voir et me dire « Ah bon, on peut pratiquer ?» Donc en fait, il y a aussi cette notion qui est importante de vraiment communiquer auprès des clubs, auprès des athlètes, des personnes en situation de handicap. Oui, vous pouvez pratiquer la paraescalade dans un club. Vous pouvez être accueilli. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de développement. Et un enjeu capital. Comment vous faites Alors, il y a un enjeu capital. Alors déjà, la problématique qu'on a rencontrée, c'est que des clubs, parfois, ont peur. Donc, il y a aussi cette notion de changer le regard sur le handicap, de montrer que voilà, on peut pratiquer, qu'on peut pratiquer avec des personnes en situation de handicap, qu'il y a parfois des adaptations, mais que c'est possible. Et donc ça, c'est important parce qu'on développe vraiment l'inclusion. Peur de les accompagner, peur de les faire monter, parce qu'ils ne savent pas faire. J'imagine qu'il y a vous faites beaucoup d'efforts sur la formation aussi. Voilà. Donc en fait, c'est notre deuxième axe de développement. C'est de sensibiliser et de proposer une offre de pratique para-accueillante au sein des clubs. Et ça passe aussi par la formation. C'est vraiment un levier très important de développement pour que des encadrants, des personnes bénévoles encadrantes puissent être armées pour accueillir ce type de public et que ces personnes-là nous disent, parfois, nous disent, moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas faire. Et j'ai peur aussi de renforcer la pathologie, le handicap. Donc en fait, il y a tout ce travail-là de sensibilisation, mais également de formation pour pouvoir agir en toute sécurité et encadrer vraiment la paraescalade dans des conditions optimales, tant au niveau de l'accessibilité, du matériel, mais aussi des adaptations dans l'accompagnement humain. Comme le disait Mélissa, pour une personne qui est en situation de déficience visuelle, c'est pas forcément évident d'aller dans un club. Ça peut faire peur de savoir comment je vais être accueillie. Est-ce que les personnes vont pouvoir me guider, m'accompagner dans ma pratique? Est-ce que voilà. Donc en fait, déjà pour une personne valide, c'est pas simple d'aller dans un club, dans un nouveau club. Mais pour une personne en situation de handicap, je parle par exemple une personne qui est en fauteuil. Une personne en fauteuil, il y a déjà le stress de savoir est-ce que je vais pouvoir me garer près de la salle, l'accessibilité, est-ce que ça va être accessible, est-ce que je vais pouvoir me changer, est-ce que les vestiaires, la salle, est-ce que le cheminement va être correct. Donc en fait, il y a tout ce stress-là et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les clubs, les structures dans cet accueil. Donc là, à titre d'exemple, il y a 2 ans, en fait, donc moi je suis professeure de sport du ministère des Sports, donc notre référencement se fait par le HandiGuide du ministère. C'est en fait la plateforme HandiGuide, ça indique les clubs qui sont para-accueillants et donc les clubs se déclarent para-accueillants sur cette plateforme. Aujourd'hui, vous êtes à combien de clubs para-accueillants? Alors aujourd'hui, on en a 115 déclarés. Il y a 2 ans, on était à 23. Pour essayer de donner un pourcentage. Alors après, c'est très, très compliqué. Moi, la complexité dans le cadre du handicap, c'est on ne peut pas forcément, dans la prise de licence, une personne est en droit de se déclarer en situation de handicap, mais ce n'est pas une obligation. Donc en fait, il y a tout ce travail-là aussi à faire d'identification des clubs. C'est pour ça que nous, on essaie de communiquer au maximum pour que les clubs qui souhaitent développer une offre de pratique à destination du public en situation de handicap puissent vraiment nous contacter pour qu'on développe ce réseau
ce réseau de clubs para-accueillants. Et après, là, on a des clubs qui commencent à être vraiment clubs pilotes dans la compétition et l'action du haut niveau. Donc, on est vraiment sur cet axe-là de développement, de sensibilisation, de formation et de promotion aussi pour pouvoir déterminer l'ensemble des leviers de développement. Aristote, Hélène le disait, il y a un enjeu de médiatisation de la discipline, de la para-escalade. Elle passe aussi par des résultats. Et je crois que ces résultats, ils sont excellents. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de la situation, pour le coup, de la discipline sportive, de la para-escalade en France? Comment se porte-t-elle au niveau sportif? Il faut déjà savoir que l'équipe de France par escalade, c'est une des équipes la plus performante en fait, au niveau mondial. On a 4 champions du monde actuellement en titre et qui ont des profils qu'on va les accompagner pour faire des résultats, on espère, en 2028. Et en plus, avec tout le travail qu'on met derrière sur les journées de détection, sur la structuration, ce qu'elle disait Hélène, sur le territoire national avec le club, on arrive à avoir des nouveaux profils qui arrivent. C'est ça aussi l'enjeu en fait. Donc mais là, en fait, vous faites des détections assez régulièrement. On a fait, pour la première fois, on a fait 3 journées de détection sur le territoire national. On a fait une journée au club de Tournefeuille à Toulouse, qui s'est très bien passée, et à Paris aussi. Et on va faire une 3e journée de détection à Lyon. Okay. Ça nous a permis, parmi tous les profils, parce que là, maintenant qu'on est passé paralympique, il y a vraiment un grand intérêt, même d'autres sports. L'idée, c'est d'emmener combien d'athlètes à Los Angeles ? Déjà, en fait, le premier objectif, c'est d'accompagner le mieux possible les 4 champions du monde et accompagner ces 4 profils en fait jusqu'à 2028 et avec évidemment travailler avec le reste en fait des athlètes qui sont déjà pour pouvoir en fait les ramener à côté du podium. Et ça, c'est l'objectif. Mais on a encore aussi l'objectif de toute la structuration. Et c'est pour ça que je trouve que ce qu'elle dit, Hélène, notre travail, il est étroitement lié. Et je peux pas opérer en fait sans le travail. Et c'est pour ça que c'est hyper important son poste. Et c'est aussi la réflexion de qu'est-ce qui va se passer après 2028 pour 2032. Parce que c'est là finalement où on va voir le travail de structuration qui a été mis en place. C'est là où vraiment ça va commencer à porter ses fruits. Mélissa, tu le disais en introduction, le fait que tu fasses de la compétition, ça a créé une émulation chez toi, tu as bien aimé les entraînements, etc. Le fait que tu sais maintenant que ta discipline paralympique est donc à Los Angeles en 2028, est-ce que ça a créé encore plus d'émulation chez toi ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Forcément, puisque je pense que le rêve de tout sportif et surtout tout compétiteur et de haut niveau, c'est vraiment c'est les Jeux Olympiques, c'est une médaille aux Jeux Olympiques, c'est vraiment le but ultime, en tout cas à mon sens, de tout sportif qui veut être le meilleur, qui veut se surpasser dans sa discipline. Donc forcément, de passer d'une discipline qui se développe peu à peu et maintenant est aux Jeux Olympiques, et de pouvoir être au premier jeu para de la para-escalade, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Et justement, si on rentre un peu dans le détail de ton entraînement, tu dédies combien de temps à la pratique en dehors de ton activité du coup d'étudiante en kiné? Tu arrives à t'entraîner combien d'heures par semaine? Je m'entraîne une bonne quinzaine d'heures dans la semaine. Ah oui, quand même. J'aimerais en faire plus, mais comme on le dit, il y a les heures liées aux études qui sont là, et il faut tout rentrer dans 24 heures chaque jour, donc c'est assez compliqué. Mais oui, en fait, dans la semaine, j'ai 4 entraînements d'escalade. Donc certains on mélange escalade pure, préparation physique, etc. Et en plus de ça, j'ai 2 entraînements avec un autre coach qu'Aristote, qui est mon préparateur physique, donc 2 entraînements de préparation physique générale. D'accord. Avec Aristote, justement, vous avez donc cette relation de
guide athlète. Aristote, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre rôle vis-à-vis de Mélissa, comment vous l'accompagnez en fait dans cette pratique pour se rendre compte dans le concret comment, j'imagine qu'elle est clé en fait dans la réussite et dans la compétition, vous jouez un rôle déterminant en fait dans les résultats et les performances de Mélissa. C'est vrai que la relation guide et athlète, elle est différente que la relation entraîneur-athlète. Parce que tu es au pied du mur et c'est toi qui indique les prises. C'est l'athlète qui agit, évidemment, c'est lui qui est acteur, mais c'est un travail assez complexe et compliqué pour les deux, parce que moi, je me retrouve à me poser vraiment des questions. Mélissa, elle peut le confirmer par rapport à mon stress. Quand j'arrive devant le mur, il y a une fois que j'ai tombé du piédestal, j'étais en train de guider, je pars, je me tourne, je vois le vide. Non, j'étais en train de regarder le mur, de guider Mélissa, je vais vers l'arrière. Et à un moment, je vois qu'il n'y a plus rien. Donc, je saute et je continue à guider. Mais c'est vraiment une relation unique parce que tu dois comprendre l'autre. Et tu dois comprendre comment il agit. Et tu dois trouver des moyens de communication parce que c'est quand même un modèle de performance en fait pour les malvoyants qui est un peu différent parce que c'est une grimpe assez physique quand même. Tu peux pas avoir toute la notion de la route, tu es guidé et tu dois garder des positions et de chercher des positions dans des positions où c'est vraiment compliqué à tenir cette tension corporelle et le souffle, bref, le relâchement. Et donc chaque athlète il est différent et c'est là en fait où il n'y a pas de différence. Pareil, en fait, en para-escalade ou non para, c'est exactement la même chose. Mais tu as besoin de comprendre l'autre et de vous comprendre l'un avec l'autre. Okay. Il faut qu'il y ait une communication et il n'y a vraiment pas un long cheminement, mais c'est un processus qui prend du temps. Et pareil, là, on a ici dans le public le copain de Mélissa, et Salim, qui est un grimpeur loisir malvoyant. Bon, Salim, il fait à 90, donc je le guide pas en fait. J'ai un problème quand il vient au club et je le guide aussi. Je suis un peu perdu parce que je ne le connaissais pas au début, parce qu'il est beaucoup plus grand, il se déplace différemment. Donc c'est encore une fois... C'est un apprentissage, mais c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ça que je voulais en fait revenir en fait sur les paroles d'Hélène. C'est cette notion de peur de mal faire ou de ne pas connaître comment faire. C'est ça qu'il faut plutôt enlever. Parce que oui, c'est simplement en fait d'apprivoiser quelque chose, de comprendre quelque chose et d'agir, d'interagir avec peut-être un handicap que tu ne connais pas, mais de le mettre en place. Et je ne dis pas en fait qu'il n'y a pas en fait des difficultés plutôt logistiques à mettre en place, mais finalement sur le chaque jour, ça ne demande pas un montage financier ou quelque chose en fait, vraiment énorme à mettre en place. Bien sûr. Hélène, sur l'état actuel de la formation, sur ce principe-là, sur des 3 principaux axes forts que vous avez détaillés, est-ce que vous accompagnez combien de personnes? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes aussi de la part de certaines personnes? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou c'est plutôt de la demande entrante de gens qui viennent vous voir en disant voilà, j'ai envie d'apprendre, etc. Comment ça se passe actuellement? Non, il y a des personnes qui me contactent très régulièrement, qui ont envie de se former, et ça c'est vraiment très positif parce que ça montre qu'il y a vraiment une volonté d'accompagner ce type de public. Donc en fait là aujourd'hui on a déjà fait 2 sessions de formation d'initiateurs. Donc on a eu une session pleine, une session complète, donc 12 stagiaires sur la première et 10 de mémoire sur la deuxième. Donc en fait c'est une formation aussi pratique. C'est pour ça qu'on ne peut pas accueillir non plus trop de personnes parce qu'il y a vraiment du suivi individualisé où on va montrer différentes techniques, le mouflage, etc. Donc en fait il y a vraiment
ce type de formation qu'on veut vraiment mettre en place. Et après, dans la continuité entre l'articulation développement et puis compétition, on va proposer aussi une nouvelle formation d'ouvreur de compétition para-escalade. Donc okay. Ça va être nouveau. On n'a pas encore eu de session, mais on a déjà de la demande. Aujourd'hui, ça existe Alors aujourd'hui, on a deux ouvreurs para-escalade qui sont vraiment reconnus au niveau, qui seront nos formateurs d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, on a beaucoup de clubs qui veulent organiser des Open de plus en plus. Donc, moi, quand je suis arrivée, il y en avait 4. L'année dernière, il y en avait une dizaine. Donc, en fait, ça se développe énormément. Donc, ce qui est super parce que c'est aussi un levier de travailler sur des manifestations de proximité. Ça permet de capter aussi du public et de communiquer au final. Donc, en fait, c'est très, très intéressant sur le plan compétitif et promotionnel. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que nos 2 ouvreurs au niveau national, ils sont sursollicités et qu'il faut qu'on déploie une stratégie territoriale pour pouvoir avoir des personnes en capacité d'ouvrir le week-end. Parce qu'en para-escalade, c'est quand même assez particulier. Hein. Je pense que Aristote sera plus à même d'en parler que moi sur le plan technique, mais c'est quand même différent. Et donc on a donc ce projet de formation d'ouvreurs de compétition. Et après, on travaille beaucoup aussi avec le CPSF, le Comité paralympique, qui développe un produit qui est club inclusif, qui permet à des personnes bénévoles dans des clubs aussi de venir être sensibilisées déjà dans le cadre de la sensibilisation. Alors, ce n'est pas propre en para-escalade. Ça va toucher différents sports. Donc, en fait, ce n'est pas spécifique. Mais ça permet à une personne bénévole qui a un petit peu d'appréhension de pouvoir déjà monter une marche progressivement pour pouvoir avoir cette démarche de formation et de sensibilisation. Donc là, c'est un levier aussi qu'on va encore développer cette année parce qu'il y a beaucoup de besoins dans nos clubs para-accueillants. Après, simplement, pour rebondir un peu, il ne faut pas imaginer que pour une personne en situation de handicap, il faut avoir des ouvertures spécifiques pour qu'elle puisse venir grimper au club. Oui. Tous les athlètes et la plupart, toutes les personnes en situation de handicap ils vont grimper sur les voies qui sont bien sûr. Après, en fait, le travail qu'on essaye surtout en fait, qu'on essaye de mettre en place, c'est d'avoir l'ouverture de compétition, déjà elle est différente, mais surtout l'ouverture para intéressante, elle est différente. Parce que on a eu des exemples, en tout cas moi, en fait, je le vois en faisant les Coupes du Monde ou les Championnats du Monde. Il y a des fois où les ouvreurs ils proposent une solution un peu basique, pour le dire. Et sur l'étape américaine, par exemple, l'année dernière, c'était le cas. Ça a fonctionné, mais je trouve que le travail de 2 Français qui sont en charge de la formation, il est beaucoup plus intéressant. Ouais. Parce qu'il propose des mouvements compliqués et exigeants, beaux à voir. Tu vois, il y a beaucoup de choses à combiner. Mais il y a aussi un sentiment, je pense, de représentativité et d'inclusivité qui passe aussi par la reconnaissance en fait, d'une profession qui doit aussi se mettre en cohérence avec la discipline que vous êtes en train de promouvoir, bien au-delà des capacités techniques. Si je me permets de transiter vers en fait, l'angle de la conférence, cette différence entre para-escalade et escalade non para. Mélissa, dans une interview pour nous, à Vertige Média, tu disais, et je te cite, « Si tu es grimpeur para, c'est quelque chose vraiment que tu dois faire pour le plaisir. Même si tu t'investis autant qu'un autre sportif professionnel à t'entraîner tous les jours, qu'importe la médaille, tu ne gagnes rien. On devrait être traité exactement de la même façon puisqu'on fournit le même travail que les autres. » Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tes mots, comment tu vis justement cette différence entre les 2 disciplines ?
Alors en fait, donc c'est vrai qu'on peut noter une progression, vraiment une évolution positive dans l'escalade para et surtout la manière dont elle est perçue. Donc ça progresse, plus en plus de médiatisation, on a un peu plus de compétition, maintenant l'accès aux Jeux Olympiques para. Après toutefois, comme dans tout sport, on peut remarquer quand même encore des différences entre le traitement des paras et le traitement des valides. Alors c'est important et je vais remettre un petit peu l'accent là-dessus parce qu'on m'avait fait une petite réflexion sur ces mots justement. Oui, donc le grimpeur... Quel type de réflexion, pardon? Alors j'y viens. Pardon. Le grimpeur valide est certes rémunéré pour certaines compétitions, pour des podiums, etc. Évidemment pas autant que d'autres sports, mais plus qu'un para. En fait, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire et certains m'ont arrêté là-dessus parce que peut-être que mes mots n'étaient pas exactement compréhensibles ou je ne sais pas. Enfin voilà. Mais toutefois, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, si on prend l'exemple des dates de compétition sur une Coupe du Monde, on va placer les valides le week-end, donc à un moment où le public est disponible plus facilement pour venir regarder la compétition. Et si on place les paras sur la même compétition, la même semaine, les paras vont avoir un créneau la semaine, par exemple, le lundi, mardi, le jeudi. En fait, le public, en général, travaille, est moins disponible que le week-end. Après, au niveau, en effet, rémunération, sponsoring, donc on a une seule athlète, il me semble, actuellement dans l'équipe para qui commence à pouvoir justement en vivre. Mais ça reste quand même plus difficile que les valides. Au niveau rémunération des compétitions, en championnat du monde, c'était la première fois, il me semble, quand on a fait le championnat du monde à Berne, que les athlètes para ont été réellement rémunérés. Donc il y a une petite progression après qui certes est positive, mais c'est important de marquer l'accent sur le fait que c'est pas la même chose que les valides, alors qu'au final on a besoin des mêmes heures d'entraînement, on a besoin d'autant performer qu'eux pour faire des médailles. Et quand on est champion du monde para, on ramène une médaille de champion du monde à notre pays au même titre qu'un valide. Et donc l'objectif pour une nation est de ramener le plus de médailles possible. Et donc que ça soit en valide, que ça soit au niveau des juniors dans toutes les catégories, hommes, femmes, etc. Et donc l'objectif chez les paras, c'est d'en ramener le plus possible pour couvrir toutes les catégories. Donc c'est vrai que ça serait vraiment utile d'être traité exactement de la même façon pour justement pouvoir ramener le plus de médailles possible et nous donner les possibilités de le faire. Si on se parle de perspective, toi, à titre individuel, et malgré le fait que tu assures ton avenir avec des études, on le rappelle, de kiné, tu caresses le rêve ou tu penses pouvoir être un jour vraiment professionnel ou être sponsorisé ou en vivre en fait de ta discipline, ou c'est quelque chose auquel tu ne penses même pas? Alors évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais, même si je suis partagée parce que les études que je fais, le métier que je vais faire sont vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc pouvoir faire les deux, je trouve que c'est super enrichissant et d'autant plus qu'on peut faire le lien. J'aimerais beaucoup travailler en centre de rééducation. Ma discipline de prédilection est la neurologie et je pense qu'on peut faire vraiment un lien entre ces patients que l'on va avoir, rééduquer, etc. Et beaucoup ont envie de revenir au sport. Et c'est vrai que j'ai cette envie aussi de leur permettre et d'ouvrir ce champ comme parlait Hélène ou Aristote, de montrer la discipline à de nouvelles personnes. Et je pense que les centres de rééducation, que ce soit enfants, adolescents, adultes, etc., sont des vrais nids pour récupérer de futures personnes intéressées pour le loisir ou pour la compétition. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer. Évidemment, c'est un rêve, mais en l'état actuel des choses, pratique, je peux pas. Je sais pas trop comment. Évidemment, il faut pas se faire de faux espoirs, mais je préfère garder la tête sur les épaules et voir comment. Bien sûr. Et Hélène, comment voit la fédération par ce que dit Mélissa sur donc les différences de traitement entre para-athlètes et athlètes valides? J'imagine que vous faites à peu près le même constat, que vous êtes en tout cas d'accord sur les constats, etc. Comment maintenant se mettre en
en ordre de marche pour essayer de minimiser en fait l'écart entre ces différences de pratique dans l'organisation des compétitions, puisque c'est un de vos mandats. Il y a des possibilités qui sont derrière. Comment vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour justement réduire cet écart-là? Alors effectivement, maintenant, le fait de passer paralympique, j'en discutais avec le directeur du comité paralympique, on va faire déjà un grand bond en avant, Mélissa. Tu vas voir, il y a des portes qui vont vraiment s'ouvrir pour les athlètes parce qu'on voit que la dimension paralympique, ça permet aussi de structurer davantage la pratique sportive à destination des personnes en situation de handicap, d'avoir vraiment ce statut d'athlète paralympique. Donc je pense que là, déjà, on va vraiment progresser à ce niveau-là. Effectivement, ce que tu évoques, Mélissa, la différence entre les athlètes valides et les athlètes para, c'est pas qu'en para-escalade. Moi, je l'ai vécu vraiment dans différents sports. Les athlètes ne se sentaient pas considérés à la juste valeur. Voilà, c'est pas nouveau maintenant. Je trouve quand même que ça progresse au niveau des Jeux paralympiques en termes de communication, d'image. On voit beaucoup plus les athlètes qu'avant. Et je trouve qu'il y a déjà une belle progression à ce niveau-là. Et c'est à nous aussi de travailler vraiment sur l'inclusion et l'inclusion aussi donc, des personnes en situation de handicap dans les clubs pour vraiment créer une synergie et une véritable communauté d'athlètes vraiment reconnus. Et donc là, le fait d'avoir aussi, c'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais maintenant les athlètes ont le statut de sportif de haut niveau reconnu par le ministère des Sports, donc ce qui va ouvrir la possibilité d'avoir des conventions d'insertion professionnelle qui vont permettre aussi à des athlètes de pouvoir s'entraîner sur leur temps de travail. Et des aménagements horaires. Voilà, des aménagements horaires qui vont permettre aussi de performer. Absolument. Donc en fait, ce statut de sportif de haut niveau et l'accession aux Jeux paralympiques vont permettre vraiment d'avoir cette progression en para-escalade pour vraiment reconnaître ce statut d'athlète de haut niveau. Aristote, Hélène nous disait, on sort d'une séquence, en fait on est dans une séquence assez bienvenue pour les sports paralympiques. Paris, donc les JO de Paris en 2024 ont quand même mis un gros coup de projecteur sur les sports paralympiques en France, puisque voilà, c'était à Paris. On a Los Angeles en 2028. Est-ce que vous sentez, vous, quelque chose... certain héritage en fait de Paris 2024, encore plus propulsé par Los Angeles 2028. Est-ce que ça fait un petit moment que vous êtes coach, est-ce que vous sentez quelque chose qui quand même change, une évolution qui quand même vient et qui est un peu plus marquée que d'habitude? Je trouve le fait déjà en fait de passer paralympique, je le vois moi pratiquement sur les demandes d'athlètes d'autres disciplines qui arrivent et qui demandent de participer par exemple pratiquement là sur les journées de détection. Ouais. C'était pas du tout le cas avant. D'accord. Et le fait d'avoir le coup de projecteur et ça médiatise plus. Si tu veux, en fait, moi, je veux sortir un peu là de la question parce que pour moi, en fait, OK, avoir des médailles, c'est notre objectif, c'est mon objectif comme coach, d'accompagner les athlètes le mieux possible pour pouvoir être performant le jour J. Mais je donne souvent cet exemple-là. Et pour moi, la deuxième chose, c'est de mettre des petites étoiles aux enfants ou aux adultes qui voient nos champions performer, gagner des médailles et dire OK, je ne suis pas obligé d'être champion, mais pourquoi ne pas aller en fait tester ces disciplines? Et je donne l'exemple toujours en fait mettre des petites étoiles dans les yeux. C'est ça que vous dites. Oui, c'est ça. Okay. Non, mais en fait, tu vois, j'ai toujours l'exemple dans ma tête parce que j'étais devant. Solène, elle gagne. J'étais allé à Innsbruck comme son entraîneur personnel pour l'accompagner pour sa compétition, son premier championnat du monde à Innsbruck en 2018. Et coup d'hasard, il y avait une école française qui était venue en voyage scolaire. Et dans cette école, il y avait une petite fille, c'était vraiment une école primaire. Il y avait une école il y avait une petite fille qui avait une agénésie.
On est descendu avec Solène et il a rencontré. Je peux te dire en fait que... Ouais, ça a été vraiment... Et si tu veux, en fait, pour moi, là, le pari en fait, global, il est gagné. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Après, le reste qui est évoqué, bon, il y a déjà, en fait, le regard sur le handicap général, une question sociétale. Qui change. Mais tu vois, la côté pratique, la côté, en fait, de trouver des solutions, elle n'est pas si compliquée que ça. Ouais. Je le vois, tu vois, sur des organisations de compétition qu'on a fait ici en France. Par exemple, à Besançon, c'était vraiment une très très belle compétition. On avait en plus on avait réussi à mettre avec le championnat de vitesse en même temps. Il y avait du monde, il y avait une ambiance. Donc au niveau pratico-pratique, pareil en fait. Et tu vois, à Berne, ils avaient mis en fait les paras au milieu de la semaine. C'est vrai que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que si tu veux donner un peu plus de visibilité, en plus pour une visibilité que je pense que le public il va être intéressé. Ouais. Tu vois Angelino Geller, un athlète qui arrive en fauteuil roulant, qui est champion du monde, et tu le vois grimper sur le même mur que grimpent les athlètes non para, seulement avec la force de ses bras. Je peux te dire que le public, il est captivé quand il a la possibilité en fait, d'arriver. Comme on a pu l'être aux Jeux paralympiques de Paris en découvrant en fait des disciplines. Mais ce que vous nous dites en fait, c'est que les solutions elles sont là. Elles sont pas si compliquées. Il faut juste les embrasser quoi. Il faut juste sur les termes d'organisation, sur avoir cette réflexion là derrière. Les personnes qui s'occupent, s'ils ont cette sensibilité et c'est pas compliqué à mettre en place, je trouve. Après, en fait, pour le côté rémunération, là, en fait, on rentre dans un débat. Je pense que même entre hommes, femmes, c'est pareil. C'est des questions budgétaires que, d'ailleurs, j'aurais voulu beaucoup aimer aborder. Peut-être que la salle va le faire, mais j'essaye de tenir mes promesses. Il nous reste un quart d'heure. Si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment de les poser. On va faire tourner un micro. Juste un petit souci technique. Attendez bien d'avoir le micro avant de poser votre question. C'est pour la régie, pour qu'on entende bien ce que vous dites. Voilà, je vous propose de passer aux questions, tout simplement, de la salle, si vous en avez. Pour rebondir sur justement le dernier sujet abordé, est-ce que la solution ne serait pas le mélange des genres? Parce que effectivement, à chaque fois, les compétitions paralympiques et autres ne sont pas mélangées et sont bien séparées. On a l'impression de deux mondes séparés. Et au niveau média, en fait, c'est souvent le média et les sponsors qui amènent l'argent. En mélangeant les genres, ça permettrait d'avoir le thème de spectacle beaucoup plus adapté pour tout le monde et en même temps l'argent qui va avec. Pour moi, ça peut être vraiment une solution et ça fonctionne quand on l'applique sur des compétitions d'escalade. Après, en l'ayant vécu sur plusieurs compétitions internationales, la mise en œuvre d'un côté organisationnel, c'est pas si simple et si facile que ça. Mais c'est une vraie solution qui marche pour de petites compétitions. Déjà, en fait, sur un championnat du monde, je vois comment c'est compliqué pour les ouvertures sur le mur, changer chaque fois sur un événement en fait, qui a plusieurs disciplines. Et je vois la complexité de la chose en termes organisationnels. Mais quand on arrive à le faire, et on l'a fait plusieurs fois en France, c'était un vrai succès. Et en plus, c'était pas seulement un vrai succès c'était un vrai succès pour le public. Ils ont vraiment apprécié et ils ont vraiment en fait vécu ça comme une très belle compétition. Hélène, c'est une réflexion que vous avez déjà eue aussi dans votre expérience, même au-delà de la para-escalade. Oui, moi en escrime, on avait fait les championnats du monde en 2010, valide et non valide, et c'était formidable. Ouais. Okay. Et moi, je rêve aussi d'avoir cette mixité parce que ça crée vraiment une émulation et les personnes venaient voir les fauteuils tirés et inversement. Et je trouve ça vraiment génial. Mais ce qu'on entend grâce à votre question, c'est que ça a déjà été fait, que ça fonctionne, et que ça marche, et que ça peut même être formidable. Alors après, juste petit bémol sur les Jeux paralympiques, parce que c'est vrai que c'est deux entités différentes, enfin deux institutions différentes qui organisent.
Nous, on dépend au niveau paralympique de l'IPC, l'International Paralympic Committee. Et c'est sûr que c'est organisé 15 jours après. Et c'est très complexe. Et là, on n'a pas forcément les leviers à notre niveau par rapport à ça. Mais au niveau national, je pense sur les compétitions, ce serait chouette. Mais voilà, avec toute la complexité d'ouverture, de tout ça. Bonjour, merci pour votre témoignage. Moi, j'aurais une question du coup parce que vous parlez de handicap physique, mais vous parlez pas du handicap mental. Est-ce que déjà vous avez des athlètes avec ces troubles-là? Et est-ce que vous accompagnez aussi, notamment pour des clubs, pour aider les clubs justement à mettre des choses en place pour ce type de public? Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, au niveau de la délégation, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a la délégation au niveau de la fédération sur la para-escalade. Mais on n'a pas la délégation sur la para-escalade adaptée. Donc, en fait, para-escalade, nous, on a la délégation sur le handicap physique et sensoriel. Donc, déficience visuelle, en l'occurrence, en compétition. Par contre, le handicap mental et psychique est encore sous la délégation et sous la délégation de la Fédération française du sport adapté. Donc, si vous avez des athlètes qui souhaitent pratiquer en compétition, là, ça va être organisé par la FFSA. Donc, c'est pas la FFME qui sera organisatrice du championnat de France par escalade adaptée. Toutefois, nous, on accompagne beaucoup ce type de public parce qu'on sait que dans les clubs, on ne met pas des étiquettes sur les gens. Donc, on est dans une démarche vraiment inclusive. Et lorsqu'une personne en situation de handicap mental ou un établissement ESMS vient dans un club, on sait qu'il faut l'accueillir. Et nous, c'est vraiment notre volonté au niveau de la fédération d'accueillir l'ensemble des types de publics. Et c'est pour ça que dans nos formations, au niveau national, on est sur tout type de handicap, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien du handicap mental et psychique que du handicap moteur et sensoriel. Et donc, on travaille beaucoup avec la FFSA et là, sur les formations, on a 2 formateurs de la FFSA qui viennent aussi accompagner sur ce type de public parce qu'on sait, on sait que moi, j'ai énormément de clubs qui me contactent sur le handicap mental et psychique. Et on sait que c'est la majorité des publics qui sont accueillis au niveau loisir dans les clubs. Donc c'est pour ça que notre volonté, c'est de ne pas occulter ce type de public et qu'on les accompagne, on accompagne les clubs, même dans nos outils, on travaille avec la FFSA pour mettre à disposition des outils. Donc là, au niveau fédéral, on a le PAC qui existe vraiment pour les clubs, pour expliquer toutes les démarches de développement, d'inclusion au sein des clubs, d'accompagnement. Mais on est aussi, dans ces outils, on intègre aussi le public en situation de handicap mental et psychique. C'est vraiment très, très important pour nous de ne pas scinder. Alors, au niveau institutionnel, c'est scindé, mais bon, ça, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment sur le plan compétitif où là, en termes de licence, si un club a un athlète en situation de handicap mental qui veut aller sur la compétition du championnat de France, là, il faudra qu'il prenne une licence FFSA. Donc là, c'est vraiment sur le plan compétitif. Mais sinon, on accompagne vraiment tout type de public et on encourage vraiment à accueillir aussi les établissements, les IME, etc. quoi. Et je répondis pour te donner un exemple pratique. Moi, je fais 12 heures par semaine, chaque semaine, avec un public qui est en situation de handicap mental. On travaille avec un IME dans mon club Le Vitassure. Et on travaille avec des cours semi-privés, 2 à 4 personnes maximum. Et après, on a des collaborations aussi avec des psychomotriciens qui accompagnent ces personnes. Donc, il y a 3 volets, si tu veux. En fait, il y a le volet haut niveau, le volet loisir. Et on peut utiliser aussi l'escalade comme médiation thérapeutique. C'est un travail en plus qui est bien documenté en France parce que si tu vas à Salpêtrière, tu peux avoir en fait accès à tous les mémoires des psychomotriciens qui ont travaillé sur le domaine. Et je trouve en fait c'est un travail très très intéressant. En tout cas, moi je suis passionné par l'entraînement, je suis passionné par l'escalade, mais en fait
le public que j'ai, en fait, c'est mes préférés. C'est pas paralympique. Là, on parle du haut niveau. Donc, il faut un peu séparer un peu les choses. Mais je sais pas si tu l'as déjà fait, ou si quelqu'un au public l'a fait. Si vous avez participé à un championnat de France organisé par le FFSA, c'est génial. C'est la fête. En plus, la FFME, elle aide, si vous voulez, il y a une convention qui a été signée, bon, elle date un peu, mais qui aide au niveau de structuration de la compétition. Mais c'est vrai, en fait, qu'il y a des étapes à franchir à chaque fois. Et il y en a des personnes en situation de handicap mental qui participent aux Jeux paralympiques. On n'est pas encore à ce stade-là. Là, on vient de rentrer. Donc, ça va évoluer encore. Oui, puis c'est que dans 3 sports où la FFSA y participe, il n'y a que l'athlétisme, le tennis de table et la natation aux Jeux paralympiques. Donc en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont très très peu représentés, mais bon, ça notre niveau, on n'est pas décisionnaire de... Qui ? Il y a beaucoup de structures non FFME qui sont développées pour l'aide à l'handicap. Quel est le lien et comment vous le mettez en place au travers de ces autres structures pour qu'il y ait l'information et la possibilité pour les athlètes d'aller vers vous, les entraînements? Alors nous, on travaille beaucoup avec le comité paralympique qui a des référents régionaux. Et en fait, le comité paralympique sportif français, le CPSF, ils ont un dispositif qui s'appelle ESMS Club et où ils sont chargés d'orienter, de mettre en lien en fait un club avec un ESMS, donc un établissement spécialisé. Et donc, moi, je suis régulièrement contactée, et donc je mets en lien avec les territoires, des propositions du comité paralympique de mettre en lien des ESMS avec un club en escalade pour pouvoir pratiquer. Et donc, il y a toute cette mise en lien. On travaille vraiment en réseau, en fait. En para-escalade, c'est un petit réseau, c'est-à-dire qu'on travaille, nous, notre interlocuteur au niveau du mouvement sportif, c'est vraiment le comité paralympique qui déploie vraiment toute cette stratégie de développement avec les établissements spécialisés. Après, on travaille aussi avec d'autres acteurs institutionnels. Donc, il y a des politiques aussi qui sont mises en place sur les territoires. Il y a les conseils départementaux qui ont les maisons départementales des personnes en situation de handicap, donc les MDPH. C'est tout un réseau vraiment institutionnel avec lequel on travaille et on développe des projets de mise en lien. Et donc les établissements, un établissement qui souhaite pratiquer en para-escalade, moi parfois je suis contactée, je les mets en lien avec le comité paralympique qui les met en lien, parce que moi, c'est vrai que sur du pilotage national, en toute humilité, je ne connais pas tous les clubs para-accueillants, très bien. Donc en fait, je les mets en lien avec le comité paralympique qui permet de dispenser une dizaine de séances. Et il y a des aides financières, il y a des subventions aussi pour ça, pour le club, de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap dans les ESMS. Donc ça, c'est intéressant et c'est piloté par une convention tripartite entre le club, le comité paralympique et le SMS, en fait. Voilà. De la même manière que la question du monsieur, quel lien vous avez avec les structures privées aussi? Hier, on a accueilli une table ronde sur l'innovation notamment de Bassam Awem et de sa société sur le footing vertical, qui pourrait aussi en fait faciliter l'accessibilité à des personnes en situation de handicap vers en fait, et créer aussi cette émulation, les rendre plus visibles, etc. Est-ce que vous avez des relations particulières aussi avec Alors, les acteurs privés? On a développé une relation privilégiée avec MBS Industrie et le footing vertical. On a travaillé ensemble sur le Club France Paralympique. Donc ça, en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans leur dispositif d'assistance à la grimpe, c'est de pouvoir aussi accompagner des personnes en situation de handicap un petit peu plus lourd
qu'on ne pourrait pas forcément aussi faire grimper. Donc nous, avec tout le système, par exemple, là, cet été, au Club France Paralympique, on a eu des personnes en fauteuil électrique qui sont venues d'établissements spécialisés et grâce au footing vertical, elles ont pu vraiment grimper. Alors, moi, je parle vraiment de mon côté para. Après, je sais qu'il y a aussi un développement tout autour de la santé, de la rééducation. Mais là, en l'occurrence, moi, je me limite en para-escalade. Mais pour moi, c'est vraiment un dispositif qui est très intéressant voilà, sur ce type de handicap. Et donc, on a travaillé ensemble. Et là, on a un club qui a investi, le club de Bulgneville, en Grand Est, qui a investi dans cet achat du footing vertical parce qu'ils accueillent une jeune qui est infirme motrice cérébrale et qui est en fauteuil électrique. Et donc, ça va vraiment aider l'encadrant à vraiment pouvoir l'assurer, enfin même pas l'assurer puisqu'elle va être autonome, mais pouvoir vraiment la faire grimper plus facilement parce qu'il commençait à avoir des problèmes d'épaule. Donc vraiment on a déployé voilà ce partenariat qui est vraiment intéressant en fait dans le cadre de l'accession à la para-escalade. Pour vulgariser peut-être la pratique et l'innovation, il s'agit d'un treuil électrique où vous puissiez en fait délester quelqu'un de quasiment l'ensemble de son poids pour qu'il puisse monter. Je crois que nous avons quelqu'un dans la salle qui l'utilise. Moi, je sais pas si il y a Camille qui est ambassadrice. Je sais pas, j'ai pas du tout envie de forcer à témoigner, mais tu veux peut-être dire 2 mots sur le. Ouais. Alors moi du coup je l'ai découvert très très tôt, donc j'ai suivi vraiment l'évolution du projet, donc je l'ai vu grandir et je les ai accompagnés à tout niveau et franchement ils m'ont fait découvrir ça. J'ai appris à grimper avec le footing vertical. Maintenant je suis autonome, je poursuis le footing vertical dans le cadre de ma pratique rééducative, donc vraiment j'ai pu rencontrer des personnes à qui je leur ai dit, ils m'ont dit non, je ne vais pas pouvoir grimper. Je leur ai dit si. Pardon. Merci. Et puis, au final, on arrive à créer des liens, à se faire des séances ensemble et à ne pas être restreint par le handicap parce qu'en plus, avec le système, c'est pas la machine qui va nous lever, quoi. C'est nous, on fait l'effort et après, elle va compenser derrière l'effort. Donc c'est comme en vélo à assistance électrique, si on pédale pas, ça avance pas tout seul. Donc on a vraiment cette liberté de dire c'est nous, on fait l'effort, on grimpe et on est aux côtés des autres. Top, merci beaucoup pour ton témoignage. Écoutez, on va devoir conclure. Merci. Finalement, simplement en fait pour. Oui, pardon. Dernier mot. Je ne vais pas prendre le mot de fin, mais ce qui nous intéresse, c'est sur un modèle, c'est en fait cette perméabilité sur l'espace. C'est de pouvoir, et je donne encore une fois un exemple en fait dans le championnat du monde où il y avait moi qui grimpais sur le mur assuré par Lucie Jarige, 5 fois champion du monde, amputé jambes. Adam Ondra, il faisait ses runs de vitesse. Et en fait, tout le monde, il était dans la salle et personne, il était en train de regarder celui qui était en fauteuil, dire, lui, il est en fauteuil. En mixité, du coup, ouais. Oui, exact. Okay. Mais la possibilité d'avoir cette mixité aussi, qu'il y ait une réflexion aussi. Absolument. Merci infiniment à vous trois, Hélène, Mélissa, Aristote. Mélissa, évidemment, te souhaite le meilleur. Aristote aussi, enfin, à tous les trois, on vous souhaite le meilleur pour la suite, pour les grandes compétitions qui vous attendent. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Et puis, j'espère que je vous souhaite une excellente continuation de salon. Merci.